Amis d'Africa 21, bonsoir. Nous sommes à nouveau ensemble en cette fin de quatrième journée de la COP. Cette émission commune Africa 21 avec la CEA. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jean-Paul Adam, qui est directeur de la technologie du changement climatique et des ressources naturelles à la CEA, ainsi que Didier Madafimé, qui est reporter, le rédacteur en chef adjoint d'Africa Climate Report. Donc ce soir, on va parler de ce que vous avez, des panels auxquels vous avez assisté, ce qui vous a marqué, vos impressions, les sujets clés, les enjeux d'aujourd'hui et d'hier, de ces journées-là, pour le continent. Donc, on commence par les impressions. Didier? Moi, je suis embêté, je suis un peu. Bon, je ne suis pas déçu, pas aussi surpris, parce que j'ai fait Marrakech et je sais que les COP en Afrique, ça m'intéresse pas beaucoup. Et on le constate ici. Puis on n'a pas été, on n'a pas suivi aussi. Il y a des petits détails qui m'ont frappé depuis que je suis arrivé. Moi, je suis venu ici. J'étais ici pour participer à la marche de la société civile. Quand je prends les trucs basiques, par exemple, pour manger, c'est quoi la première? C'est pour l'ombre, pour ce déplacement africain ici de tout le monde. Je crois que c'est mieux pour manger 2 heures de temps. Ensuite, l'Internet. Moi, j'ai fait la COP 21, la COP 23, la COP 24. Donc, je cite pêche, vous empêche d'aller voir les sessions, mais quand même, vous avez pu assister à des sessions intéressantes. La session qui m'intéresse beaucoup, parce que moi, je suis expert en gestion des risques et catastrophes, c'est l'Ops Endowment. C'est très important. Et depuis quelques événements, comment on va mettre ça en place? Comment les gens vont mettre ça en place? Quelle sera l'échéance? Est-ce qu'on commence par 1800 quelque chose où le climat a commencé par changer ou bien à partir de 1975 sont très importants et ce qui plaide pour encore plus d'études pour vraiment bien cadrer les choses, avoir des paramètres beaucoup plus précis qui correspondent à la réalité de cette question qui est fondamentale pour les pays africains. Peut-être Jean-Paul, une réaction par rapport à cette question de Loss of Endowment. Je crois que c'est peut-être pour les pays africains, c'est à la une, bien sûr. Mais je crois que, bien sûr, c'est une question qui mérite d'être adressée d'une manière très cohérente. Et c'est vrai que dans ce contexte, il faut peut-être travailler davantage, mais il ne faut jamais oublier l'urgence. Parce que n'oublions pas que les pays africains peuvent dépenser jusqu'à 9% de leur budget en réagissant sur des crises climatiques, sur des désastres, des inondations, des cyclones. Et la réalité, c'est que les pays africains, après la pandémie de la COVID-19, la crise en Ukraine, les moyens à réagir sont encore diminués. Et alors, c'est très important qu'il y ait au moins un début de financement à travers ce mécanisme de perte et dommages, de loss and damage. En attendant que les négociations continuent, ça serait en bonne foi, je crois, un aspect très important. Bon, et en attendant, il y a aussi d'autres leviers à actionner. Bon, en attendant, on pourrait dire que un aspect, je crois, qui est très intéressant, c'est quand même d'appuyer l'accès des pays africains à des assurances. Ce n'est pas la solution à long terme, mais c'est quand même, ça fait partie des solutions. Nous connaissons peut-être Africa Risk Capacity qui fait un travail déjà remarquable. Et il y a des pays vulnérables qui n'ont pas les moyens à accéder. Et si, à travers le soutien des partenaires de développement, on pourrait appuyer les pays les plus vulnérables à accéder à ce mécanisme, ça réduit déjà un peu l'impact des risques, ça permet
des flux financiers à être distribués directement dans des pays qui sont affectés. Ok, mais en parallèle, oui. Moi, je crois qu'il ne faut pas mettre les solutions que les gens trouvent ailleurs en Afrique. Déjà, moi, je suis d'un pays, le Bénin, un pays, fait partie des pays les moins avancés. Déjà, payer l'assurance pour nos voitures, ce n'est pas toujours évident. Donc, quand les gens parlent, les gens disent assurance et tout. Un paysan qui, une année, il fait peut-être 3 000, il fait l'année sans avoir de gros risques. L'année qui suit, il peut ne pas payer. Je crois qu'il faut travailler, etc. Moi, c'est pourquoi je milite, c'est avoir des produits climatiques. Qu'est-ce que moi j'appelle les produits climatiques? Vous voyez, le nord du Bénin, par exemple, celui qui est là-bas et qui peut être confronté dans les pays qui suivent à un vent fort, il faut qu'on puisse lui envoyer un message pour dire il y a un vent fort tout de suite, il faut te mettre à l'abri. Voilà les trucs pour lesquels moi je milite, mais réfléchir beaucoup à des solutions. Il faut pas L'un n'empêche pas l'autre. parce que ce que je parle, en fait, c'est une solution africaine. Parce que Africa Risk Capacity, c'est une organisation africaine. Alors, c'est eux qui ont monté cette organisation dont il y a certains États africains qui sont membres. Et en fait, la démarche dont nous militons, c'est que les pays, les PMA, les pays qui n'ont pas les moyens, c'est justement qu'on paye pour eux. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu ne peux pas payer ton assurance de voiture, mais quelqu'un paye pour toi. Comme ça, s'il y a un accident, c'est couvert. C'est le principe. Le principe, c'est la solidarité. C'est les pays qui ne peuvent pas contribuer dans un mécanisme d'assurance, ils soient appuyés pour justement, quand il y a un choc, ils sont aidés. Et je crois que ça part du constat que justement, les paysans ne renouvelaient pas leur assurance. Donc, il fallait les aider. Il fallait une solution africaine à un problème qui se posait sur le continent. Hier, on avait la journée de financement, ou Finance Day, on salue nos amis anglophones aujourd'hui, nos deux interlocuteurs sont francophones. Quels sont les principaux messages on a beaucoup parlé de dette, de mécanismes innovants. Je commence par Jean-Paul. En premier lieu, il faut vraiment mettre l'accent sur l'importance que les pays développés gardent leurs promesses. Ça, c'est le point 1 de l'agenda de la journée du financement. Les 100 milliards qui ont été promis depuis Copenhague soient délivrés. Aussi que les pays développés gardent leurs promesses depuis Glasgow, parce que beaucoup des pays plus avancés n'ont même pas fait les contributions dont ils ont promis depuis Glasgow. Alors, ces messages passent en premier lieu. Mais je crois que de l'autre côté, la présidence égyptienne a aussi beaucoup fait évoluer les questions autour des financements innovants. Et par exemple, sur la dette, il y a eu le lancement hier de la coalition sur la dette durable. Et en fait, cette coalition milite pour avoir des clauses climatiques dans toutes les dettes, c'est-à-dire que s'il y a un incident, s'il y a un choc, automatiquement la dette est gelée. L'autre élément, c'est de la coalition sur la dette durable, c'est l'utilisation des indicateurs clés de performance qui sont liés directement au climat, c'est-à-dire que toute dette qui soit émise a un aspect qui démontre justement comment l'investissement sur la résilience climatique soit fait, lié à des indicateurs. Et puis, troisièmement, aussi les possibilités d'avoir ou de faire des échanges de dettes contre l'adaptation climatique. C'est-à-dire qu'une partie de la dette pourrait être soit annulée ou rééchelonnée, qui permet des pays d'avoir un pourcentage de financement supplémentaire à investir dans l'urgence climatique immédiate. C'est ces innovations, je crois, qui peut-être nous permettent de mobiliser un peu de financement immédiatement. Je crois que le message que nous recevons des partenaires du développement, c'est dans les médias, les perspectives sont limitées. Nous avons aussi vu le rapport
le rapport du comité d'experts de haut niveau sur le financement climatique, co-présidé par le professeur Nick Stern et Vera Songwe. Et ce rapport a préconisé surtout un investissement beaucoup plus important dans les banques de développement régionales multilatérales. Il préconise la mobilisation, en fait, la multiplication de 3 fois les sommes qui sont disponibles, par exemple, à travers la Banque africaine de développement. Et ça demande au moins la mobilisation de ressources supplémentaires d'au moins 1 000 milliards par année, qui correspond plus ou moins à la position des négociateurs africains. Et ces 1 000 milliards par année, c'est pour les pays en voie de développement sans la Chine, bien précisé, et que cet argent soit mobilisé en partie par des dons, en partie par des prêts concessionnels, mais il faut aussi reconnaître l'importance de mobiliser le secteur privé, car pour l'instant, l'Afrique a accès à le financement climatique en Afrique du secteur privé, c'est seulement 14% du total. Alors, des mécanismes à travers, par exemple, les obligations et la réduction des risques en utilisant des garanties pour les obligations, c'est une manière d'augmenter les investissements par le privé. Très bien, donc vraiment des avancées réelles, en tout cas des propositions claires, précises et tangibles qui correspondent à la position des négociateurs africains, en tout cas aux demandes. Donc là maintenant, il faut mettre ça en œuvre. Didier, un mot par rapport au financement, aux besoins de financement. Vous savez, Ami a dit au début que depuis 2009, il y a cette promesse qui avait été conclue de 100 milliards. Jusqu'ici, ne construisait pas. Maintenant, quand on parle d'argent, je dis, si déjà, depuis Copenhague, ils n'ont pas pu réunir, les pays développés n'ont pas pu réunir cette somme, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la guerre, est-ce qu'on est sûr d'avoir tous ces fonds-là au profit des pays africains? Moi, je me dis qu'on donne un prix au carbone. Qui permettre aux pays, par exemple, africains, d'avoir de l'argent pour faire face à leurs problèmes. Et en plus, qu'il y ait des dirigeants qui soient sérieux et qui ne mettent pas cet argent dans leur poche pour qu'ils les déposent ailleurs. Voilà un peu ce que... Non, absolument. Et d'ailleurs, ce sont des solutions sur lesquelles nous travaillons au niveau de la Commission économique des Nations Unies sur l'Afrique. Je rebondis sur le carbone. Effectivement, actuellement, il y a du carbone qui se vend en Afrique, mais il se vend à un prix dérisoire de l'ordre de $5. Et ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y a une urgence. Pour répondre à l'urgence, les pays ont des contraintes budgétaires très fortes. Ils ont besoin de répondre rapidement. Donc, on comprend tout à fait qu'ils soient tentés d'y répondre. Par contre, ce qu'on veut éviter, c'est cette course vers le bas, cette concurrence vers le bas entre pays. Donc, mettre en place des standards communs à l'ensemble des pays pour construire un véritable marché carbone en Afrique, pour qu'on ait un effet sur le prix et que le prix atteigne des niveaux décents. Le FMI préconise 76 $, la tonne, ne serait-ce que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Mais sur les marchés matures, où on a une véritable intégrité du marché, c'est le terme, pour le carbone, on est à 120 $ en Amérique du Nord. Donc, vous voyez effectivement le potentiel pour les pays africains. À nous de nous organiser, de mettre en place les mécanismes pour les atteindre. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'attendre, on a dit hier, d'attendre les 100 milliards, mais il est très important de rappeler les responsabilités de chacun et les devoirs de chacun dans un esprit de solidarité. Mais en même temps, vu l'urgence, il est très important de trouver des solutions africaines pour pouvoir bénéficier du potentiel. Amis d'Africa 21, je regarde rapidement si je n'ai pas a priori, je n'ai pas de questions sur mon téléphone. Donc, pour ce soir, je crois qu'on va s'arrêter là. On a eu une discussion très intéressante. On va même y répondre demain, lors de la séance de demain, de l'émission de demain. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à demain en direct du pavillon Afrique de la COP27. À demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir parlé de marché de travail.